Salut à tous. Love 15. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est d'ailleurs mon sujet d'oral de bac. Donc ça va être l'extinction des pollinisateurs. Donc je vais vous faire une petite vidéo assez complète sur ce thème-là. Donc je vais parler, déjà je vais vous présenter ce que c'est les pollinisateurs. Donc je vais surtout parler des insectes pollinisateurs. Pourquoi, tout simplement, pourquoi ils sont en danger, les principales causes de leur extinction, etc. Et également les solutions, bien évidemment, qu'on pourrait trouver pour justement résoudre ce problème. Donc je vais vous laisser avec la vidéo et on attaque. Donc dans un premier temps, quels sont justement ces insectes pollinisateurs? Donc dans cette grande extinction, le principal symbole c'est l'abeille. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Donc, parmi les abeilles, il va y avoir donc, les abeilles sauvages, donc il y a plus de 1000 espèces en France, mais il y a également les abeilles domestiques. Donc les abeilles domestiques qui elles sont domestiquées justement par les apiculteurs. C'est principalement l'abeille Apis mellifera en Europe bien évidemment. Ensuite il va y avoir donc tous les bourdons. Il y a également énormément d'espèces. Donc on en voit partout des bourdons. Il va y avoir également les lépidoptères, plus communément appelés les papillons. Ensuite il va y avoir les coléoptères, donc tout ce qui va être cétoine, scarabée, etc. Et en dernière catégorie c'est les diptères, donc tout ce qui regroupe en fait l'ordre des mouches. Donc comme par exemple les cirphes, qui font un très grand travail de pollinisation. Maintenant, il faut savoir que d'un point de vue de cette extinction, il y a plusieurs catégories de facteurs. Parce que bien évidemment, il va y avoir des facteurs qui vont agir petit à petit sur ces pollinisateurs. Donc, on va voir au fil du temps une certaine baisse de leur population. Mais il y a d'autres causes qui vont agir de manière plus agressive, que donc je vais aborder dans une deuxième partie. Pour commencer, je vais aborder donc au niveau des facteurs qui agissent de manière un petit peu plus indirecte. Donc ce sont des facteurs qui vont agir sur l'alimentation et leur habitat. Donc, le premier grand facteur de cette catégorie, c'est bien évidemment le changement climatique lié aux activités humaines. Tu sais pas parler? On en entend tous les jours parler. Donc ce changement climatique, on va bien évidemment parler d'une hausse des températures. Donc cette hausse de température va engendrer chez les populations de pollinisateurs un dérèglement de leur cycle de vie. Donc au-delà de 35 degrés, il faut savoir qu'ils vont arrêter toute activité au sein de leur ruche ou leur nid pour acheminer de l'eau avec le point d'eau le plus proche afin justement de refroidir cette ruche. Ils vont donc arrêter de butiner, de nourrir les larves, etc. Donc d'un point de vue de l'espérance de vie des colonies, eh bien ça porte à confusion. Ensuite, c'est surtout au niveau des périodes de floraison. Donc les périodes de floraison à cause des chaleurs vont être décalées. Cette année par exemple, donc là je tourne à l'heure actuelle en 2021, donc en début de cette année, il y a eu de grandes vagues de chaleur qui ont rendu les périodes de floraison un petit peu plus précoces, contrairement aux années précédentes. Et malheureusement, il y a eu un gel assez tardif qui a gelé justement les boutons floraux juste éclos, qui sont très sensibles justement au gel. Et voilà, ça a été une source de nourriture en moins encore pour les pollinisateurs. Donc ça va les affaiblir petit à petit. Donc les solutions contre ce réchauffement climatique serait tout simplement sensibiliser les populations sur leur bilan carbone. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc au niveau de leur consommation de carburant, ne pas trop prendre la voiture quand il n'y a pas forcément une utilité majeure, etc. Également dans l'alimentation. Donc l'alimentation consommée responsable, frais et de saison au maximum. Et puis déjà ça serait pas mal au niveau de la sensibilisation. Ensuite le deuxième point, c'est l'urbanisation. L'urbanisation, elle, va engendrer un étalement urbain et donc une artificialisation assez excessive des sols. Donc cette artificialisation va donc complètement détruire, on peut le dire, l'habitat des pollinisateurs, c'est-à-dire leur source de nourriture et leur zone où ils s'abritent. Les solutions pour lutter contre cela seraient de recréer ces infrastructures écologiques. Là je peux vous montrer par exemple une infrastructure écologique. Voilà une infrastructure écologique, la haie. Voilà, ça va offrir à la fois une grande source de nourriture pour ces insectes. Donc là par exemple il y a un prunelier, derrière il y a de l'aubépine, là-bas il y a du fusain. Quand ça va rentrer en floraison, ça va leur offrir du nectar et du pollen. Ensuite, forcément dans les haies, il y a des arbres ligneux qui sont constitués de bois et une fois qu'ils vont être morts, il y a beaucoup d'insectes qui vont faire des trous dedans et les abeilles sauvages, les bourdons par exemple, vont pouvoir s'y faufiler et créer bien leur nid. Donc voilà, la haie est très complète au niveau des apports que cela peut leur faire. En autre infrastructure écologique, il y en a une, c'est les bandes enherbées et les bandes fleuries. Donc là si chacun met des bandes fleuries chez soi ou dans sa commune,
et ben dans la globalité, ça va être assez efficace. D'ailleurs en Norvège, à l'heure actuelle, 5% de la SAU des agriculteurs est dédié justement à ces bandes fleuries. C'est plutôt intéressant de le savoir. Donc en troisième point, c'est la disponibilité en nourriture qui s'amenuise. Donc ces pollinisateurs, ils se nourrissent principalement de nectar et de pollen. Le nectar, c'est d'ailleurs ce qui va constituer le miel une fois qu'il y aura moins de 20% d'eau dans celui-ci. Donc ils vont ensuite le mettre dans les alvéoles, etc., comme on connaît. Mais cette nourriture, justement, elle s'amenuise d'année en année à cause principalement de l'agriculture. Même si cette récrudescence est totalement compréhensible, parce que justement cette agriculture a besoin pour produire de détruire ces fleurs adventices. Car le coquelicot, le bleuet et toutes ces fleurs de nos champs rentrent en compétition avec les plantes cultivées. Elles vont donc par exemple puiser les éléments minéraux ou capter la lumière pour certaines qui peuvent bien monter en hauteur. Et ça va pénaliser les rendements. Pourtant, ces fleurs adventices sont une grande source de nourriture pour nos pollinisateurs. Donc il y a plusieurs solutions justement pour à la fois rebooster les populations de pollinisateurs et leur redonner une source d'alimentation convenable. Donc il y aurait par exemple le fait que chaque particulier puisse fleurir leur jardin. Donc en semant, là par exemple ici j'ai de la facilie, de la lavande, en plantant de la lavande, en plantant également des jacinthes qui sont à des périodes de floraison décalées, donc c'est plutôt intelligent. Et ça, dans la globalité, ça va être plutôt bénéfique. En deuxième solution, ça serait d'éviter de faucher les pelouses trop tôt, notamment au printemps. Car on sait qu'au printemps, il y a de nombreuses fleurs que tout le monde connaît. Il y a le pissenlit, la pâquerette, la marguerite, le trèfle blanc, le trèfle violet. Toutes ces fleurs, en sortie de printemps, on sait très bien que quand les réserves commencent à réduire drastiquement, à cause justement du passage de l'hiver, sachant que si par exemple les colonies d'abeilles, les papillons, dans leur nid n'ont pas fait assez de réserves, ça va être vraiment compliqué pour eux. Donc en deuxième partie, c'est la mondialisation. Donc la mondialisation va correspondre aux facteurs qui vont agir surtout de manière agressive et un peu plus directe que les facteurs que j'ai pu citer précédemment. Donc la mondialisation, c'est un phénomène qui s'est énormément développé depuis les années 80 et comme on le sait, ça a apporté dans diverses régions du monde de nombreux prédateurs, des maladies et des parasites que les pollinisateurs indigènes ne savent contrer. Comme malheureusement connu, il y a le frelon asiatique qui est arrivé en France en 2004 à Agen et qui a depuis colonisé à la fois toute la France et toute l'Europe. Donc lui, il va pratiquer une méthode de prédation que son cousin européen ne pratique pas. C'est la méthode en vol stationnaire. Donc au niveau des abeilles, pareil, on en entend tout le temps parler. Il va surtout stagner au niveau des ruches et attaquer en piqué. Mais sauf que les abeilles, justement, ne savent comment rivaliser contre lui. Ensuite, il y a le varroa. Le varroa, peut-être un petit peu moins connu, plus connu dans la catégorie, dans le domaine des apiculteurs. C'est un petit acarien, aussi originaire d'Asie, qui est arrivé en France en 1982 et qui, celui-ci, parasite les jeunes larves d'abeilles. Donc à partir du moment, en fait, c'est toujours une mère au début. La mère va se faufiler dans une ruche. Elle va rentrer dans une alvéole qui n'est pas encore operculée, où se trouve d'ailleurs la jeune larve. Donc les ouvrières vont leur donner la bouillie larvaire. Et pendant ce temps, le varroa va se faufiler en dessous la larve. Et une fois que les ouvrières auront operculé l'alvéole, il va commencer réellement à parasiter la larve. Donc il va l'affaiblir, il va lui transmettre des maladies comme la maladie des ailes déformées, qui vont finir par mourir, ou carrément même mourir une fois qu'il aura commencé à les parasiter. Ensuite elle va se reproduire par mitose, par consanguinité, avec son fils, ensuite sa soeur, etc. Enfin, on se croirait dans le Nord. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et puis ensuite va se déployer dans toute la ruche et à chaque fois par le même processus, par les mêmes alvéoles non operculées. Donc quelles seraient les solutions pour lutter contre ces prédateurs, même ces maladies? Eh bien, j'ai pu voir, puisque j'ai fait un stage en apiculture l'année dernière, eh bien les apiculteurs eux mettent des bandelettes d'acide formique au sein des ruches et ça va diffuser cet acide qui va être nocif pour les abeilles mais létal pour le varroa, il va finir par le tuer. Ensuite pour le frelon asiatique, je sais que les apiculteurs tant bien que mal posent des pièges avec des bouteilles en plastique qui marchent en période de reproduction mais qui au final est assez dépassé. Donc le meilleur moyen serait tout simplement de répertorier les nids de frelons asiatiques afin que cela puisse être détruit le plus rapidement possible.
Et bien évidemment le facteur qui est le plus agressif, c'est l'agriculture chimique. L'agriculture chimique donc, qui s'est énormément développée, celle-ci après la Révolution verte. La Révolution verte, voilà, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais en gros c'est une révolution agricole qui a industrialisé l'agriculture, donc pour justement subvenir aux besoins grandissants d'après Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les industries de guerre justement ont investi dans l'agriculture en leur offrant justement leurs produits qu'ils ont pu utiliser dans la guerre. Ça a développé par exemple Bayer, Monsanto, toutes ces grosses industries chimiques qui ont ensuite développé des produits chimiques. Et il y a également aux États-Unis des tracteurs qui sont arrivés de là-bas. Et ça a justement développé une certaine mécanisation en plus que les Européens ne connaissaient pas. Et bien tout ça dans l'ensemble, ça a été au détriment des pollinisateurs. Donc l'agriculture chimique, qui utilise plus précisément les néonicotinoïdes, eh bien, va justement complètement déstabiliser les pollinisateurs d'un point de vue de leur repère. Donc ces produits chimiques, une fois rentrés dans l'organisme des pollinisateurs, notamment par exemple les papillons, il y a eu des études qui ont été faites dessus, ça va les déstabiliser, les désorienter de leur repère à la fois éolien, parce qu'ils se repèrent grâce au vent, leur repère magnétique, parce qu'on sait que forcément quand la Terre tourne, il y a une sorte d'aura magnétique autour de la Terre, et ça ces insectes arrivent à la capter, et se repèrent grâce à elle, et également les repères solaires. On sait que les papillons sont attirés par la lumière du soleil et vont utiliser ça pour justement trouver des fleurs, etc. et revenir à leur nid. Et malheureusement, ces produits, une fois ingérés par ces papillons par exemple, eh bien ça va, voilà, ils vont être perdus, ils vont tourner en rond. Et comme tout être vivant, il va finir par mourir de faim. Pour lutter à l'heure actuelle contre cette agriculture chimique, ce serait de développer de nouvelles méthodes agricoles, donc comme l'agroécologie, qui elle va vraiment développer un système agricole autour de l'écosystème environnement et s'adapter à lui. Alors qu'à l'inverse, l'agriculture d'autrefois, c'était réellement l'homme, enfin, l'écosystème qui s'adaptait à l'homme, donc l'homme allait détruire les haies, boucher les fossés, etc. et faisait cette agriculture dessus. Et on a remarqué que voilà, au niveau des insectes, des oiseaux, etc. et de tous les écosystèmes, il y a eu un dérèglement général. Et à l'heure actuelle, ça se développe énormément. Donc j'ai cité l'agroécologie, il y a également l'agroforesterie, avec des grandes bandes d'arbres. Donc les arbres vont fournir, pour les arbres fruitiers par exemple, une source de nectar et de pollen en période de floraison. La perte des feuilles également en automne va fournir de la matière organique au sol. Donc voilà, c'est tout un écosystème, un agro-écosystème qui se développe et qui au final a fait ses preuves avec des rendements qui sont tout à fait convenables. Ensuite, il faudrait sortir de cette lutte chimique en trouvant d'autres méthodes de lutte. Donc avec la lutte biologique par exemple, d'utiliser un ennemi naturel, un auxiliaire, afin de lutter contre un parasite ou un prédateur de culture. Donc l'exemple très connu, c'est la coccinelle qui mange le puceron, ou bien sur les concombres au niveau des trips, et bien de mettre des acariens qui vont s'en nourrir. Donc tout ça, ça ne va pas utiliser de produits chimiques et ça ne va pas émettre énormément de dioxyde de carbone. Au niveau de l'impact carbone, ça va laisser justement des relations trophiques se faire. Ensuite, il y a la lutte culturelle également, donc assurer des bonnes rotations de culture pour pas que les adventistes notamment s'implantent rapidement. Et à l'heure actuelle, puisque selon moi, on ne peut pas réellement se débarrasser des produits chimiques comme on le souhaite très rapidement, là, ça serait d'éviter leur impact sur l'environnement, donc éviter leurs conséquences néfastes qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire éviter leur lessivage dans les points d'eau. Pour ce faire, il faudrait assurer une couverture des sols assez conséquente, éviter de labourer en période hivernale, là où il y a de fortes pluies, parce que justement ces produits vont ensuite avoir une facilité pour se lessiver, et assurer justement un bon entretien des haies. Maintenant, pour conclure un petit peu cette vidéo quand même, on peut voir que justement cette extinction des pollinisateurs, que ce soit les abeilles, les bourdons, les papillons, etc., c'est à chaque fois lié aux activités humaines. C'est l'homme tout le temps qui va détruire les populations, qui va détruire la biodiversité, leur habitat, qui va leur enlever une certaine source de nourriture. À chaque fois, l'homme en fait va les impacter de manière négative. Et c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo, c'est pour un petit peu sensibiliser sur justement cette extinction-là. Quelles seraient les solutions? Après, je ne suis pas parfait. À mon échelle, j'essaye de faire le maximum et je fais le maximum, mais voilà, c'est pour un petit peu apprendre aux autres, expliquer quelles seraient bien les meilleures actions à faire au quotidien et voilà, justement appliquer les solutions que j'ai pu expliquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bien évidemment, j'espère, pour une prochaine vidéo.